As-tu constaté autour de toi qu'il y a des égos qui sont socialement acceptables et des égos qui ne le sont pas? C'est un constat que j'ai fait il y a quelques mois, et d'ailleurs j'avais déjà tourné une première version de ce podcast qui avait dû pas me satisfaire et que j'avais viré. Mais c'est un sujet qui me revient régulièrement et j'ai envie de t'en parler aujourd'hui. Parce que je te parlais récemment dans le dernier épisode d'ailleurs sur les conditionnements. Toujours en lien avec ce qu'on a pu, foutre dans notre être malgré nous, enfin malgré ou avec nous, je sais pas après à quel point on est conscient et volontaire, vu qu'on est des gamins et qu'on a un système nerveux poreux et qu'on prend un peu tout, sans discernement. Mais bref, au-delà de la question métaphysique que ça pose, simplement on a des conditionnements en nous et on n'y peut pas grand-chose. En tout cas, avant d'avoir remarqué ça. Mais au début, on n'y peut pas grand-chose. Quand je parle d'ego socialement acceptable et d'ego non socialement acceptable, bah en fait, il suffit de regarder socialement qu'est-ce qui est OK et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et quand je vais beaucoup parler d'énéagramme, là, du coup, si tu n'as vraiment pas de base et que tu n'as jamais regardé les contenus d'énéagramme des pas naissance, je t'y renvoie parce que sinon tu vas rien biter. Euh, je vais commencer par te donner un exemple bateau, un exemple simple, bien caricatural. Même si tu débutes en énéagramme, tu verras de quoi je parle. S'il y a bien un ego qui est socialement non acceptable, inacceptable, c'est souvent l'ego du type 8. Le type 8, c'est un instinctif extérieur. Et je vais même pas trop utiliser la notion de type et de typologie parce que ça met souvent. Les gens croient que ça met dans les cases et compagnie. Je te parle juste là d'une personne qui se suridentifie à son centre instinctif tourné vers l'extérieur. Donc, ce sont des individus qui valorisent le contrôle, l'action, beaucoup, 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 beaucoup sur les autres. Et c'est une énergie de vie qui est très extériorisée, c'est-à-dire que souvent, très souvent, ce sont des gens qui sont visibles, qui ont une grosse énergie, qui ont une facilité à l'assertivité, à dire non, à rentrer dedans, à aller au conflit. Et du coup, ce sont des humains qui peuvent mettre les autres mal à l'aise. Donc, bon, là, on n'est pas dans un podcast sur l'énéagramme, donc je ne te mets pas de nuances et de plein de finesses là-dessus. Ce n'est pas du tout l'objet. Simplement, dans le stéréotype du type 8, on est sur quelqu'un qui est bien bourrin, on est sur du Donald Trump, on est sur du Jean-Marie Bigard, du Dieudonné, on est dans du gros, on est dans du sale, on est dans du bourrin, ok. Évidemment, est-ce que tous les 8 sont comme ça? Absolument pas. Est-ce qu'il y a beaucoup plus de finesse? Est-ce qu'il y a des 8 qui sont sensibles et artistes? Oui, c'est pas le sujet. Donc on a un 8 stéréotypé qui est bourrin. Dans un monde, en plus en 2024, où tu as une police de la pensée, où tu as un faisceau de liberté d'expression et de sujets qui de mon point de vue, en tout cas de mon prisme, qui se rétrécit vachement. Enfin, il y a des sujets qui sont de plus en plus sensibles et sur lesquels, putain, si tu en parles, tu peux vite te prendre un peu Internet sur le dos et avec, bref, toute une police de la pensée, hein. Coucou Orwell. Et dans ce contexte-là, mais voilà, mais c'est pas si récent que ça, enfin, de façon générale, dans un contexte bleu en termes de spirale dynamique, avec une société du bien, du mal, où il faut rester discret, ne pas trop exprimer ses émotions, a fortiori la colère, ne pas parler un mot plus haut que l'autre. Enfin, ben, tu mets un 8 dans cet élément-là, dans cet environnement-là, ça fait un peu l'éléphant au milieu d'un magasin de porcelaine. Ça fait un sacré bordel et on ne voit que lui. Et le 8, de mon prisme, encore une fois, ça fait partie des égos socialement inacceptables. Parce que la plupart des gens, ils ont du mal avec les 8. Et je l'entends, ça nourrit beaucoup de clichés, ça nourrit beaucoup de craintes aussi, parce que tu as un fonctionnement qui sort du lot, un fonctionnement qui est très en lien avec la colère, avec le rentre-dedans, avec tout ce qui socialement a été complètement refoulé. La violence, le conflit, l'agressivité, toutes les pulsions diverses et variées, tout ce que beaucoup de 8 s'autorisent, ça a été complètement réprimé et refoulé socialement. Ce qui veut dire que ils vont être pointés du doigt, on va projeter tout un tas de trucs sur eux quand on ne se permet pas soi-même, c'est tout le principe de la projection.
D'où l'importance du travail de l'ombre, du shadow work, comme l'appellent les Américains. CF, l'épisode 21 que je te recommande chaudement. Je ferai d'ailleurs un podcast sur la projection. Il me semble que je l'avais fait, mais et en fait, je crois que non. C'est un vrai truc d'apprendre à voir à quel point, quand je parle de l'autre, je parle de moi. À quel point je parle de qui que ce soit, en fait, je ne parle que de moi. Donc, ça, c'est un autre job, encore, c'est autre chose, mais de voir que dans cet ego socialement inacceptable, évidemment que les gens parlent surtout d'eux et pas tant de la personne qu'ils pointent. Mais il n'empêche que socialement, ben, c'est du coup des gens qui vont se faire bien sacrifier et de façon assez récurrente, quoi. Donc bon, c'est un exemple, c'est l'exemple que tu peux voir de façon extrêmement visible. Et à l'excès inverse, tu as des égos qui sont socialement totalement acceptables et acceptés. Si tu prends le type 9 par exemple, de mon prisme, le type 9 donc, qui est là encore, dans le cliché, on va faire dans le stéréotype, tous les 9 sont pas comme ça. Le 9 qui est cool, qui est tranquille, qui suit le courant, qui est d'accord avec tout le monde, qui ne prend pas de décision, qui n'a pas de point de vue, qui considère le point de vue des autres, qui ménage la chèvre et le chou. Tu es dans quelque chose comme dans une énergie beaucoup plus tranquille, même si ça bouillonne parce que c'est un instinctif intérieur et extérieur et qui fout bien toute sa colère et toutes ses émotions à l'intérieur et que quand ça pète, ok. Mais n'empêche que dans l'expérience concrète que les gens font du neuf au quotidien, ils le voient comme quelqu'un de très cool, très gentil et on aime la compagnie des neufs. Hein. C'est des oursons qui sont des bonnes pattes qui sont très, très cool et tout, qu'on a envie d'avoir avec nous, souvent. Et ben typiquement, là, donc ce sont des gens qui rongent leurs freins, qui souvent répriment énormément ce qu'ils ressentent, qui gardent bien pour eux, qui évitent d'aller au conflit, tout l'opposé du vide sur cet aspect-là. Hein. Ce sont des individus qui se narcotisent énormément, c'est le mécanisme de défense du neuf, ils s'anesthésient complètement et pour ne rien ressentir. Et tout est bon pour ça. Hein. Ça peut être souvent par la nourriture, souvent par YouTube, par la vidéo. Ça dépendra après de plein de circonstances et évidemment de plein d'autres éléments de complexité. Mais en tout cas, il va se narcotiser, quel que soit le moyen. Et bien ça, je veux dire, socialement, de boire quelques verres de vin, de regarder beaucoup de YouTube, de se cultiver, de lire des bouquins, éventuellement de se former. Il y a plein de neufs que je connais qui se narcotisent à la connaissance de soi. Peut-être même que toi, tu as un neuf qui te narcotise à coup de mes podcasts. J'en connais, et c'est très rigolo. Et ils ont le droit. Donc ça, c'est de mon prisme, encore une fois, beaucoup plus socialement accepté. C'est ok, quelques verres de vin, rentrer dans les gens, critiquer, gueuler sur la place publique comme pourrait le faire, j'en sais rien, Bigard, ça la fout plutôt mal. C'est plutôt mal vu. C'est des gens qui sont très polarisants et qui vont être détestés par beaucoup de gens. Alors que le neuf, il y a plus un truc de socialement, il est apprécié, aimé et on va naturellement, il va naturellement se faufiler et il peut finir dans des postes à pouvoir et postes à responsabilité sans forcément l'avoir proactivement cherché. Et ça, du coup, ça pose question, ce truc de, ouais, il y a des égos socialement acceptables et des égos socialement inacceptables. Donc ça, c'est deux exemples peut-être un peu extrêmes, mais tu peux les tirer après sur plein de comportements. L'énéagramme ne parle pas de comportement du tout, de motivation, mais dans l'expression extérieure d'un profil de personnalité, c'est plutôt visible. Un autre exemple que je connais beaucoup mieux, c'est le type 3. Le type 3 qui a un émotionnel intérieur et extérieur et qui va, dans le stéréotype, être extrêmement centré sur lui, sur ses réussites, à parler, à monopoliser la parole, ou en tout cas à ramener toujours l'attention sur lui pour essayer d'avoir de l'approbation, un maximum d'approbation, de montrer ses réussites, de les raconter à qui veut l'entendre, de blablabla, bref, de montrer ses vanités et de voir à quel point c'est quelqu'un de génial et qui réussit tout. Encore une fois, dans le stéréotype, tous les trois sont pas comme ça, certainement pas. Et ça, c'est pareil, c'est vraiment pas socialement acceptable. Et c'est ce qui fait que derrière, avec de la finesse et de la nuance, tu vas développer des mécanismes qui vont, si tu es dans certains profils de personnalité, où tu vas réprimer ces parties de toi. Pour te donner un exemple concret, moi qui appartiens à cet énéatype-là, avec une base 3, je n'ai pas utilisé ces mécanismes-là de vanité, de me la péter, de me mettre en avant. Au contraire,
j'ai inconsciemment bien compris que dans l'environnement dans lequel j'ai évolué, cocorico franco-français, ça n'est pas bien vu de se la péter, ça la fout mal de la raconter et compagnie. Du coup, j'ai réprimé complètement ces mécanismes-là et j'ai utilisé inconsciemment, de façon beaucoup plus subtile, d'autres manières de me mettre en avant. Et du coup, c'était beaucoup plus invisible pour moi. Et c'est pire que ça, c'est que même j'ai mis une interdiction là-dessus. C'est mal de se la péter, ça se fait pas. Faut pas que je raconte, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de me mettre en avant et machin. Donc j'ai développé toute une dissonance cognitive interne, une tension interne entre, dans ma structure, il faut que j'ai de la valeur, il faut que je sois utile, que j'ai de la valeur, que je sois quelqu'un, que j'ai de la reconnaissance, que je réussisse et tout, tout en ayant en même temps, du coup, des injonctions qui m'amènent dans le contraire. Il faut pas que je sorte du lot, il faut pas que je me la raconte trop, il faut pas faire de vagues, faut rester gentil, il faut rester ceci et cela. Donc tu vois, il y a une ambivalence, il y a une double contrainte même, hein, en psychologie, une double contrainte avec deux messages contradictoires qui baisent le système nerveux, je ne peux pas le dire autrement, hein. Et ça, ça concerne beaucoup de gens. En tout cas, de mon expérience d'accompagnant, j'ai eu beaucoup de gens en session qui sont dans ce type de conditionnement. Justement, pour faire écho au podcast précédent, qui vivent ce genre de dissonance interne à cause d'une double contrainte entre leur fonctionnement inné, qui est l'énéatype, et là, tu peux pas grand-chose à ça. Enfin, bien sûr que tu peux. Il y a plein de choses. Voilà, c'est comme ton corps, je veux dire. Peu importe ta taille, peu importe la couleur de tes yeux et tes cheveux, tu peux faire du sport, tu peux aller marcher, tu peux perdre du poids, prendre du poids. T'as une marge de manœuvre là-dedans, mais t'as pas de marge de manœuvre sur, j'en sais rien, sur ta voûte plantaire, sur la longueur de tes orteils ou de tes organes génitaux, quoi. Il y a une forme d'inné qui ne change pas. Et c'est pareil avec les néatypes. Ils ne changent pas, donc il y a une forme d'inné, c'est ok, t'en es pas prisonnier pour autant, il n'y a pas que l'inné dans la vie, on reviendra toujours sur cette logique du « et », il y a de l'inné et de l'acquis, et il y a une danse et une intrication permanente entre les deux. Et en même temps, où est la limite entre l'inné et l'acquis, je sais pas bien, tu vois, c'est plus un continuum. Donc il y a tout ce que tu as pu avoir à l'intérieur de toi par l'extérieur, par des normes, par des injonctions, et qui vont empêcher l'inné de s'exprimer. Et ça, il y a un gros travail dans l'exploration intérieure, dans ton odyssée personnelle, à aller détricoter ce truc-là, parce que ça peut foutre un sacré bordel dans le psychisme, de s'interdire son propre fonctionnement. En tout cas, moi, je vois que c'est important pour moi de repasser par une phase où je m'autorise à me la raconter, où je m'autorise mes vanités, où je m'autorise à raconter ce que je fais, ce que je réussis et compagnie, sans être sans cesse dans un truc de minimiser, de « ouais mais non », de « ouais non, faut pas que je le dise », dans un truc de fausse humilité, dans un truc très franco-français, là, très cocorico, encore une fois, pas se la péter, rester humble, rester à sa place et machin. Ok, pourquoi pas. Mais quand c'est fait d'un endroit où justement, quand c'est fait depuis une injonction ou un truc de je m'interdis d'eux, c'est extrêmement malsain comme fonctionnement en vrai. C'est putain de malsain. Donc personnellement, moi, je repasse par toute une phase où j'ai le droit et je m'autorise. Et en fait, je le fais depuis un autre espace. Et parce que ça a toute sa place aussi de faire ça comme fonctionnement. Enfin, je veux dire, tu as le droit de raconter tes histoires, j'ai le droit de raconter mes trucs, mes vanités, mes histoires, mes machins. Je m'en prive pas, enfin, je m'en prive moins. Je m'autorise à faire ça. Et du coup, ça permet aussi de comme réintégrer une partie qui a été sacrifiée, puisque norme, puisque conditionnement. Et c'est ça aussi qui permet de devenir entier, de redevenir entier, d'aller chercher cette individuation, cette intégrité, cette unité, où je vais me rassembler petit à petit, je vais ramener des morceaux de moi, y compris des morceaux égotiques, des parties de moi où c'est socialement pas ok, mais en même temps j'emmerde socialement, puisque
Euh, Si tu as envie de vivre, toi, ta vie, à un moment donné, ça va demander de revenir à ton centre et à exprimer ton individualité, même si ça ne convient pas à l'extérieur. Puisque c'est justement en cherchant à coller à tout prix à ce que les autres attendent de toi que tu te castres et que tu as des regrets et que tu finis dans le livre de Brownie Ware avec le premier regret des personnes en fin de vie qui disent en gros j'aurais tellement aimé vivre une vie dans laquelle j'arrête de coller aux attentes des autres et où je m'autorise à vivre la vie que je voulais moi vraiment, quoi. Qui est un des regrets qui revient le plus, quoi. D'ailleurs, j'ai quand même un souci d'exhaustivité, donc je vais te le dire tel quel. J'aurais aimé avoir eu le courage de vivre la vie que je voulais vraiment, fidèle à moi-même, pas celle que les autres attendaient de moi. D'ailleurs, un autre des regrets des personnes en fin de vie, j'aurais aimé avoir eu le courage d'exprimer mes sentiments. Et un autre encore, j'aurais aimé m'être donné la permission d'être davantage heureux. Donc sur trois regrets sur 5, on est quand même grosso modo en lien avec des trucs vachement en lien avec l'extérieur, en lien avec des injonctions où on ne s'est pas donné la permission d'eux, où on n'a pas eu le courage d'eux, et où c'est justement, je pense, un point clé de cette odyssée personnelle, qui est un voyage du héros en vrai, hein. C'est une voie du héros où, à un moment donné, tu prends ton courage à deux mains, le courage avec la racine du cœur, justement, c'est une vertu du cœur, qui consiste à aller trancher, à aller dans l'art, à aller exprimer ta vérité. Bon, avant de l'exprimer, il s'agit d'aller la rencontrer, sa vérité, ce qui est tout le propos des pas naissances, qui est un peu le propos pas tant du podcast, mais ça gravite autour, évidemment. Mais ce qui est tout le propos des pas naissances. Apprendre à se rencontrer, à découvrir sa vérité intérieure, ta vérité intérieure, et à l'exprimer, à l'incarner dans le monde, après à le descendre dans les tripes, et à marcher ta vérité. Et comme on disait les Québécois, que tes bottines suivent tes babines. À incarner ton message, quoi. Donc voilà. Quand tu as un ego socialement acceptable, eh bien, c'est là où je finirai là-dessus. C'est là où c'est tordu, c'est que quand tu as un ego socialement acceptable, tu peux avoir tendance à te laisser porter parce que c'est ok socialement de se bourrer la gueule, de fumer des clopes. Enfin, je veux dire, on sort un peu de l'énéagramme, hein, mais sociétalement, c'est complètement ok de fumer. Même si tu vois des têtes de mort et des cancers du poumon et des images dégueulasses sur les paquets, c'est complètement socialement acceptable. Même si moins aujourd'hui, parce que tu es peut-être plus pointé du doigt, parce que tu as peut-être des amis relous qui te disent ah, t'as pensé à arrêter de fumer, tu sais, moi j'ai fait de l'hypnose, ça a très bien marché. Donc ok, peut-être qu'il y a une pression sociétale, bien sûr. Il n'empêche que fumer, c'est complètement socialement acceptable, puisque c'est même un facteur de socialisation. Il y a toujours dans l'inconscient collectif un peu cet aspect cool aussi, tu vois. Idem avec l'alcool d'ailleurs. Moi, à chaque fois, moi qui bois quasiment pas d'alcool et que j'aurais quasiment pas d'effort à faire pour dire bon, en fait, je bois plus jamais de ma vie, puisque ça m'intéresse pas. Il n'empêche que quasi systématiquement, dans une soirée, il y a ce truc de ah bah tu bois pas? Ah, tu bois pas de vin? Ah bah d'accord. Genre c'est surprenant, tu vois. Genre, il y a un truc socialement acceptable, c'est même socialement normal en fait, de boire de l'alcool, de boire de l'éthanol, quoi. Bon, bah ok, tu vois. C'est un constat. Après, du coup, si toi, tu te bois bien 2 3 verres tous les jours, pas de problème, c'est acceptable. Si t'en bois zéro, c'est pas inacceptable, hein, mais c'est bizarre, ça questionne les gens. Et idem avec plein de comportements éventuels, tu vois. Si tu manges comme un goré, voilà, socialement, c'est tout à fait acceptable. Ouais, il a bon appétit, miam. Et quelqu'un je sais pas, qui va acheter tout bio, qui va cuisiner tout lui-même, qui va manger une pomme au lieu d'un Kinder. Putain, mais il est bizarre, lui. Mais et ça va, on parlait avec des amis végétariens là, à un mariage récemment, et putain, ils me racontaient mais à quel point ça nourrit des clichés, quoi, de toujours la blague sur la carotte, de elle souffre pas la carotte, de ah oui, ça va, tu manges du soja tous les jours, enfin, tu vois, des trucs. En fait, dès que tu viens sortir un petit peu de la norme bleue, là, CF, la spirale dynamique, hein, c'est pour ça que j'adore la spirale dynamique, pour vraiment mettre de la lumière et de la conscience sur dans quel type d'environnement on vit.
dans un contexte bleu, dès que tu sors d'une forme de norme, les gens, ils vont te regarder chelou. Quand à la Réunion, je faisais mes randos en sandales, des sandales minimalistes en plus, voire complètement pieds nus, mais souvent c'était plus en minimaliste, en sandales du coup, et que les gens me voyaient sur des terrains complètement défoncés, tous les quarts d'heure, il y a des gens qui regardaient mes pieds et de toutes les heures, il y avait une petite remarque du genre mais tu marches vraiment avec ça? Ben oui, oui, tu vois bien que j'ai des sandales aux pieds, enfin, je fais pas ça pour la blague. Il y a des gens, des fois. Et du coup, tu vois, forcément, dans le socialement acceptable, dans la norme, c'est tu fais une rando, tu mets des grosses chaussures bien avec des grosses semelles, tu vois. Euh, il vient à l'esprit de peu d'individus que peut-être que le pied, il est un peu fait pour ça et que en fait, c'est beaucoup plus adapté de le faire avec pieds nus ou avec des minimalistes. Sauf si vraiment t'es vieux et que t'as pas l'habitude et que t'as un pied fragile. Mais bon, bref, ça m'a beaucoup amusé de voir ça. Et quelques fois, il y avait des gens qui justement étaient waouh, intéressant. Ok, pourquoi tu mets ça? Mais souvent, il y avait un truc de raillerie, d'humour, de il est bizarre ce mec, parce que ça sort du lot, tu vois. Et ça m'a fait ça, mais tellement de fois, que ce soit avec la posture de squat que j'utilise quand je me mets au sol pour juste être en squat, tu vois, être accroupi. Là où les gens se mettent plus sur des chaises et où c'est socialement normal de se mettre assis. Et squat, ça fait bizarre, puisque c'est plus les cultures orientales. Et ça, pour tellement d'autres trucs, des fois anodins, avoir un filtre à lumière bleue sur mon téléphone ou plein d'autres trucs comme ça qui font passer pour un ovni. Donc bref, je me suis un peu sorti du sujet, mais ça reste dans le même thème de il y a ce qui est socialement acceptable, les égos socialement acceptables, et c'est tout à fait bien vu je sais pas moi, de manger la même chose que tout le monde, de faire la même chose que tout le monde, de regarder la télé, de machin. Enfin, t'as tout ce qui est socialement acceptable et qui du coup peut t'enfermer dans une forme de conformité. Bah oui, mais tout le monde le fait, tout le monde va se vacciner, tout le monde va aller voter, tout le monde va faire ceci et cela. Et du coup, je me moule dans un truc de socialement acceptable sans forcément remettre en question, parce que je me fais un peu porter par ça. Et avec l'exemple du type 9, là, dans ce que je te disais tout à l'heure, pour illustrer cet exemple-là, mais ça vaut bien au-delà de l'énéagramme. Et après, avec tout ce qui est égo socialement inacceptable, où du coup, tout ce qui sort de la norme risque d'être sacrifié par le collectif pour se rassurer. Et ça va du fait c'est tout le truc du mouton noir. Alors, il ne s'agit pas d'être rebelle pour être rebelle ou de créer un truc de mouton noir, enfin de s'amuser, c'est pas l'idée de se jouer de ça, hein, mais de constater que il y a tout ce qui est égo socialement inacceptable et que du coup, il y a beaucoup d'individus à cause de ça, sacrifient complètement leur colère, leurs émotions, leur vulnérabilité, enfin, tout ce qui n'est pas sociétalement acceptable. Donc là encore, tu peux t'amuser à te questionner, puisque je suis surtout là pour ça, pour te poser des questions et pour blablater, mais aussi pour t'amener de la conscience à certains endroits de toi et de ta vie. Moi, je trouve que c'est intéressant de me questionner sur qu'est-ce qui est socialement pas acceptable, qu'est-ce que j'entends et qui n'est pas OK. Et après, encore une fois, je peux m'amuser à détricoter le truc, mais d'où ça vient? Mais qu'est-ce qui fait que les gens, à un moment, ils se disent, en fait, je vais mettre des grosses chaussures pour aller randonner plutôt que mes petites minimalistes et faire confiance à mes pieds, quoi. Qu'est-ce qui fait que les gens, ils s'assoient sur des chaises plutôt qu'accroupis? Qu'est-ce qui fait que les gens, ils chient sur des toilettes où il n'y a pas d'accroupisseur pour surélever les pieds, pour aligner bien l'angle du côlon et du rectum? Puisque les toilettes, c'est pas du tout physiologique. Donc tu vois, c'est tous des trucs où quand tu commences à questionner ce qui est socialement totalement normal, totalement accepté, en fait, tu peux tomber des nues sur un sacré paquet de sujets, hein, et c'est assez amusant d'ailleurs. Désarçonnant peut-être d'ailleurs, ça peut créer de la confusion aussi, mais c'est là aussi que tu peux retrouver un espace de liberté. Et voilà, parce que en plus, si en plus tu as un fonctionnement un peu inné qui est complètement inacceptable socialement, comme c'est complètement le cas de moi dans ma structure, il y a un truc de justement de vouloir avoir de la valeur, de vouloir être le meilleur, de vouloir me dépasser et compagnie. Et il y a une ambivalence par rapport à ça parce que la société valorise ceux qui se bougent le cul, ceux qui ont des résultats, ceux qui sont dans l'achievement. Ouais, vas-y, ah ouais, il fait, ah ouais, c'est génial, il fait beaucoup.
Parce que là encore, hein, socialement, c'est très très bien vu quelqu'un qui fait. Et c'est très mal vu quelqu'un qui se touche la nouille, qui dort, qui n'a pas de métier, qui n'a pas de travail, qui est dans la contemplation, qui fait des retraites, qui médite, qui fait des siestes. Enfin, il y a toute cette apologie du faire. Et du coup, pareil, avec un rejet du non-faire, et du repos, et de la contemplation, et de la vie intérieure, et tout ça, et tout ça. Mais il y a une ambivalence par rapport à ça, parce que du coup, l'aspect chanter ses lauriers, chanter ses louanges, et se la raconter de ses réussites, bah ça non, ça la fout mal, ça c'est mal vu. Et ça, c'est pas socialement acceptable. Donc moi, personnellement, ça me demande de dealer avec ça et de voir comment je peux me réautoriser éventuellement, si j'en ai envie, si j'ai envie de m'amuser à ça, de m'autoriser aussi d'avoir accès là à cette partie de moi et de l'exprimer dans le monde. Ah, et c'est tout pour aujourd'hui, assez de blabla. Euh, Mets un pouce si tu as apprécié, ça m'aide et j'apprécie toujours les pouces, hein, c'est chouette. Tu peux aussi me partager ce que ça t'évoque en commentaire, je te lirai avec plaisir. Et tu peux partager ça aussi à quelqu'un que ça pourrait aider dans tes proches, dans une personne que tu sais que ça pourrait lui apporter quelque chose. Et voilà, c'est tout. Je te retrouve la semaine prochaine. D'ici là, passe une belle journée et à bientôt.